Bonsoir les amis, bienvenue à ce 4e numéro du club. Le tirage au sort de la CAN 2017 ce mercredi au Gabon. La soirée bien sûr de Ligue des Champions, celle de ce soir et celle de ce mercredi, et aussi le projet de la FIFA d'une Coupe du Monde à 40 voire à 48 sélections. Autant de sujets de débat dans cette 4e édition du club. Tout de suite, le sommaire, c'est parti. Tous les regards des passionnés du football africain tournés vers Libreville qui accueille ce mercredi la cérémonie tirage au sort de la CAN 2017. Placés dans le pot numéro 3, tout comme le Cameroun, l'Égypte et le Sénégal, les Lions de l'Atlas seront donc fixés quant à leurs futurs adversaires au Gabon. Leurs supporters retiennent leur souffle. Avec un ADN similaire, un géniteur comme un Pep Guardiola, le modèle FC Barcelone et la copie Manchester City s'affrontent en Ligue des Champions au Camp Nou, où ces deux clones footballistiques se disputeront le ballon, l'esthétique et la victoire. Deux jumeaux dans un duel fratricide qui promet. Y aura-t-il 40 ou 48 équipes au Mondial 2026? La réponse sera donnée par la FIFA les 9 et 10 janvier prochains, alors que le processus de candidature sera lancé quelques mois plus tard. Le patron de la FIFA, élu sur une proposition de Mondial à 40 équipes, milite désormais pour une Coupe du Monde à 48. Rebonsoir donc les amis, et pour ce 4e numéro du club, j'accueille l'entraîneur marocain, actuel entraîneur du Fus de Rabat, Walid El-Ghlaghi. Bonsoir Walid. Bonsoir. Avec nous également Amin Rahmouni. Fin reparti Amin la semaine dernière. Je regardais du foot. Tu regardais du foot, ouais, et Amin Rahmouni qui a fait bien entendu le club buissonnier, celui qui est là depuis le début, l'inamovible Reda Allali. Bonsoir Reda. Bonsoir les amis. On va bien sûr parler de beaucoup de choses ce soir. Et c'était pas prévu, j'ai une petite mission pour toi Amine, un hashtag le club pour que les gens nous accompagnent. Et quand tu n'es pas là, on ne hashtag rien du tout. Mais quand tu es là... Tu as une tablette juste en face. Ouais, mais je peux pas tout faire en même temps. Oui, je peux pas tout faire. Alors, on va parler, comme je le disais tout à l'heure, donc de ce tirage au sort. La Coupe d'Afrique commence réellement ce mercredi, avec ce tirage au sort donc qui sera effectué ce mercredi à 18h30 heure marocaine. Je rappelle que l'équipe du Maroc se trouve dans le pot numéro 3 aux côtés du Sénégal, du Cameroun et de l'Égypte. Ça lance une compétition, un tirage au sort, Walid? Bien sûr, je pense que c'est le vrai départ. Parce qu'on connaît enfin nos adversaires, on commence déjà la préparation, on peut déjà analyser un peu le jeu de l'équipe adverse. Et puis dans la tête des joueurs et même du sélectionneur, ça y est, la compétition commence à partir de ce moment-là. Donc bien sûr que le tirage au sort, pour moi c'est le début de la compétition. Amine? Oui, il a raison. Maintenant, je pense que bien plus que de savoir quels seront nos adversaires, je pense qu'il faudrait te mettre à réfléchir comment faire pour passer au second tour. Parce que pour les, on va quand même rappeler pour les plus jeunes que c'est pas très glorieux quand on revient sur notre histoire récente. Depuis 1988, donc on revient juste à 30 ans en arrière, on a quand même fait un quart de finale en 98, une finale que tu connais, je crois, Walid, en 2004. Ouais. Tu étais passé par là. Et pour le reste, c'est où on se qualifie pas, ou alors on sort au premier tour en sortant les calculettes au bout du second match. Donc je pense qu'à partir de là, bien plus que de savoir contre qui on va jouer, c'est de savoir comment on va faire pour cette fois-ci. Faire mieux que les précédentes. Effectivement, ils sont terribles ces chiffres, Amine, parce que quand souvent on parle du Maroc, on dit de la sélection marocaine, on a l'impression qu'on est en train de parler d'un géant du football africain, mais au niveau de la CAN, les chiffres et les... Ils sont effarants. Ils sont vraiment effarants, ouais. Non, il y a 3 demi-finales dans les années 80, 2 têtes 80-86 contre l'Égypte et 88 à Casa contre le Cameroun. Même en 80.
Ouais, Gabon finit ouais. troisième. Au penalty, je pense contre le Nigeria. Moi, je vais juste... Quatrième en 86 et quatrième en 88. Hein. En plus, la CAN était à 8 équipes à l'époque. Je vais juste rajouter, peut-être élargir pour se remonter le moral. C'est-à-dire qu'il y a un problème, c'est clair, mais on n'est pas les seuls, à la limite, puisque on a gagné une seule CAN, tu l'as dit, en 76, en Éthiopie. Les deux autres pays maghrébins, qui sont la Tunisie et l'Algérie, en ont gagné une seule chacun et à domicile. C'est-à-dire que quand tu ramasses ces trois pays qui ont quand même donné des beaux footballeurs à l'Afrique et même au club européen, enfin, je parle sur la durée de 50 ans, c'est incroyable que ces trois pays n'aient qu'une seule CAN chacun. Et encore une fois, je le répète, c'est important, les deux autres l'ont gagné à domicile. Moi, je pense qu'il y a un problème psychologique. Alors moi, j'évacue les théories style malédiction et tout. Je pense qu'il y a un problème dans la tête. Je pense que... Non, mais je suis sérieux. Quand tu vas dans une CAN dans les pays subsahariens, tu vois une espèce de fête. Tu vois les gens qui attendent ça, les gens qui en rêvent, les gens qui se chambrent, tu vois les rivalités, tu vois une fête. Et tu vois les Nord-Africains qui sont un petit peu sur la réserve, qui estiment qu'elle leur est un peu due, qui débarquent avec des grosses machines, qui... Il y a un décalage. Pour moi, il y a un décalage. C'est presque psychologique. On va la chercher parce qu'on la mérite, parce qu'on est plus fort que tout le monde. Et en même temps, là, l'Afrique te châtie d'un seul coup. Et d'ailleurs, la meilleure performance marocaine en Coupe d'Afrique de ces dernières années, c'est justement 2004 en Tunisie. Et 2015. Voilà. On n'y va même pas. Et 2015, on n'y était pas. Ça, c'est du grand talent. J'aimerais juste mettre un bémol à ce que vient de dire Leda. Parce qu'effectivement, pour les équipes d'Afrique du Nord, certes, mais on va quand même rappeler que le recordman de victoire dans cette CAN était un pays arabe, donc en l'occurrence l'Égypte, c'est 7 titres. Il n'a pas le même rapport avec l'Afrique du tout. Voilà, donc moi je mettrais davantage sur la table, effectivement, notre rapport à cette Afrique-là qu'on a longtemps boudé, bien plus qu'une quelconque... Parce que moi j'aime bien ce terme de... On a un effet psychologique ou pas, mais bon, je pense aussi le rapport qu'on a à ce continent. Voilà, je pense qu'on n'y a peut-être jamais véritablement... Non, mais d'autant, Reda, juste, je rappelle aussi un autre, d'autres chiffres, c'est le rapport de ces sélections, on va généraliser, ces sélections maghrébines à la Coupe du Monde qui est complètement différent. Et on passe là aussi par des éliminatoires par rapport à la Coupe du Monde. Quand tu vois le Maroc, ça a toujours été un leader continental au niveau de la Coupe du Monde. On ne va pas ressortir les mêmes histoires. Première sélection à se qualifier pour une Coupe du Monde, première sélection à atteindre le deuxième tour. L'Algérie aussi, elle en est à sa cinquième participation. Les autres sélections africaines, un peu moins, en tout cas à travers l'histoire. Les sélections maghrébines se sont réveillées un petit peu plus tôt, avant que le Cameroun et le Nigeria n'arrivent. Mais il faut raconter aux gens, peut-être les plus jeunes qui sont de l'autre côté de l'écran, il faut leur dire ce qui s'est passé. Il faut dire que le Maroc a snobé les compétitions africaines au niveau des clubs pendant une quinzaine ou une vingtaine d'années. En 68, l'année où les phares se font sortir par l'ancêtre du tout-puissant Mazembe et le retour du CAC dans les années 80 avec Domo le père, les clubs marocains c'était même pas un boycott, c'était un désintérêt. Il faut dire que la première CAN où on a été éliminé par tirage au sort, on a refusé de jouer celle d'après. Il faut dire que le Marocain, quand il parle d'Afrique, il se met pas dans ce continent. C'est comme ça. On peut pas aller gagner une coupe d'où tu t'exclus déjà psychologiquement à l'entrée. Après, il n'y a pas que ça. J'imagine qu'il y a d'autres raisons. Mais moi, je voulais justement te poser la question. Toi qui étais sur le banc de touche, est-ce qu'il y a un problème psychologique? Et il n'était pas que sur le banc de touche, il était aussi sur le terrain. Il était partout. Surtout sur le banc de touche, parce que là, j'ai l'impression, moi, ce qu'on m'explique, c'est qu'il y a deux CAN. Il y a les CAN nord-africaines et les CAN subsahariennes. Moi, j'ai eu de la chance d'en jouer deux, mais les deux fois où je les ai joués ou en Égypte ou en Tunisie, donc les conditions elles étaient idéales. J'ai eu la chance en tant qu'adjoint de la jouer en Afrique du Sud, où les conditions aussi étaient idéales pour jouer du beau football. On est passé à 10 minutes près d'une qualification au second tour. Après, bien sûr, elles sont psychologiques, mais elles sont aussi, je pense, il faut prendre l'habitude de jouer en Afrique. Jouer en Afrique, c'est un tout autre football. Tu le vois même avec des grands joueurs qui cartonnent en Europe, comme Eto'o ou comme Didier Drogba, et ils ont du mal quand ils jouent contre des sélections africaines. C'est pas par exemple, Didier Drogba en qualification de Coupe d'Afrique ou qualification de Coupe du Monde, c'était pas le mec qui mettait 10 buts en qualification. Aubameyang, on l'a vu par exemple au dernier match contre le Maroc, il a été inexistant, on l'a pas vu, alors qu'à Dortmund, on en parle qu'il va aller peut-être au Real de Madrid. Donc l'Afrique, c'est un jeu spécifique. L'Afrique, c'est l'adaptation. Il faut savoir s'adapter aux conditions climatiques et aux jeux rugueux qu'il y a en Afrique. C'est comme pour le jeu en Amérique du Sud. Aujourd'hui, on a deux équipes. On a aujourd'hui deux équipes par Maroc-Gabon. Alors, je connais pas le nombre de Gabonais. Je parle des qualifs. Ou globalement, sur les 22 joueurs sur le terrain, peut-être il y en a au moins 18 ou 17 qui évoluent dans les clubs européens. Donc, comment on peut m'expliquer que c'est plus rugueux ou moins rugueux? Parce qu'on les porte et on les pose dans un autre pays. Exactement. Et dans d'autres conditions. Tu les poses sur une pelouse qui est catastrophique. Tu les poses
avec un climat qu'ils connaissent pas parce qu'il fait peut-être 35 degrés, qu'il y a un taux d'humidité qui est à 85%, et l'arbitrage c'est pas le même, et tu joues l'après-midi, et c'est un tout autre contexte. C'est un tout autre contexte. C'est ce que je dis, c'est comme une pièce de théâtre, un match de foot. Walid, ce que tu es en train de dire, c'est que si le contexte est le même partout, nous sommes maudits. Non, Bah oui, parce que si le contexte est le même, si c'est les mêmes joueurs qui ont l'habitude de se rencontrer sur les championnats européens et qui, dès qu'on les met tous ensemble dans un même contexte africain, ça tourne toujours en notre défaveur. Non, ça tourne pas en notre défaveur. Bah si, la preuve, l'histoire récente du Gabon quand même. T'as joué le Gabon, tu ramènes un bon résultat du Gabon. Mais peut-être que t'as de la chance de jouer le Gabon comme la... Non, mais on n'est pas en Coupe d'Afrique là, avec le Gabon. Le dernier match qu'on fait avec le Gabon, c'est en calibre de Coupe du Monde. Mais ce que je veux dire, c'est que la chance que t'as justement, c'est que t'as des Lemina qui viennent pareil comme nous, des nations qui connaissent pas le jeu africain. T'en as 3-4 pareils qui viennent d'Europe, et ce qui fait que ça t'a équilibré. Peut-être que si t'avais joué vraiment avec les joueurs du championnat gabonais, peut-être que le jeu, tu l'aurais pas compris, parce qu'au moins il était structuré, le jeu gabonais. Excuse-moi, mais moi je retiens un mot de Walid, et il a dit quelque chose, il a dit il faut connaître l'Afrique. Voilà, écoute, je veux pas attaquer personne, mais écoute comment même les professionnels au Maroc parlent de l'Afrique. Écoute comment ils généralisent l'Afrique. Écoute comment ils font pas de différence entre l'Afrique du Sud, le Kenya, le Ghana. Il y a un petit peu de méconnaissance, mais profonde. Et moi, je fais un lien, tu as parlé de l'Égypte, entre le fait que l'Égypte a trusté les titres africains dans les années 90 et les clubs égyptiens, voilà, c'est les mêmes joueurs. C'est-à-dire qu'à un moment, voilà. C'est-à-dire qu'à un moment, une sélection, pour te couper, parce que je sais où tu vas en venir, c'est une sélection. C'est pas comme un club. Et pour travailler, pour mettre un plan de jeu en sélection, pour être régulier en sélection, il faut du temps. Et le temps, tu le gagnes comment? Ou on donne vraiment le temps au sélectionneur de travailler avec un groupe pendant un certain laps de temps, ou sinon tu gagnes du temps avec des joueurs du même club. L'Égypte, leurs joueurs ne partent pas de leur championnat. Oui, voilà. Et l'Égypte, dans les coupes africaines, tu as parlé de snober les coupes africaines, l'Égypte, chaque année, font demi-finale, ou finale, ou quart finale, ou dans les poules, en Champions League, ou en Coupe de la CAF. Ça veut dire que ces gens-là, ils savent voyager. Ils savent voyager. Ouais. Ils sont pas surpris quand ils vont en Zambie, quand ils vont au Congo, quand ils vont ailleurs. C'est-à-dire on dit la même chose. Et tu gagnes du temps. Je vais même te démontrer encore plus. En 88, quand le Maroc organise la CAN, juste pour information, le Maroc est là pour sauver le Kenya. Le Kenya, voilà, qui se désiste. Donc le Maroc est en position un peu et qui c'est qui est élu à cette CAN-là? C'est Issa Hayatou. Et juste pour information, on ne présente même pas de candidat. C'est-à-dire qu'on a laissé passer le siège de la CAF au Caire, qui a vite compris l'Égypte, l'importance de l'Afrique. On ne s'intéresse même pas à ce poste, alors il y avait moyen de placer quelqu'un. Et toute cette pire encore, il faut qu'on avance un petit peu dans le débat, c'est que le Maroc a été pratiquement depuis la création de la CAF quasiment tout le temps absent du comité exécutif de la CAF. Il n'y a qu'une exception, je pense, celle de la présence de Saïd Belkhia. On a un secrétaire général qui est très... Non, le secrétaire général n'est pas un poste politique. Le secrétaire général est un administrateur qui n'intervient pas normalement dans les décisions politiques d'une organisation comme la Coupe d'Afrique des Nations. Venons-en s'il vous plaît. Venons-en s'il vous plaît à cette CAN dont le tirage au sort sera effectué. On va la gagner. Mais avant de la gagner, on va essayer de jouer au... Allez, sur tout le monde. Reda, on va jouer au groupe le plus cool pour cette sélection marocaine et le groupe le plus compliqué. Je te donne la parole à toi d'abord, Amine. Alors moi je dirais que le plus compliqué, ça serait le Ghana, la Tunisie, nous et le Togo. Ah oui, nous. Voilà, nous. Avec, il y a aussi possibilité d'avoir les trois pays d'Afrique du Nord. Exactement, un Maghreb United Algérie, dans un seul groupe. Ouais, ça peut intéresser aussi nos... On ne sera pas très unis, j'ai l'impression, sur ce coup-là. Nos téléspectateurs en Algérie, ils sont le groupe nombreux à nous regarder. Pour moi, je mettrais éventuellement le Gabon, même si c'est le pays hôte, le Burkina, nous et le Zimbabwe. Tu vas éliminer le Gabon? Oui. Non, on passe avec le Gabon. C'est un groupe facile. C'est-à-dire qu'on n'a jamais réussi à éliminer le pays organisateur. J'ai pas dit que je voulais éliminer Gabon. Non, mais attends. On va quand même. Non, mais on a le droit de dire. Non, mais attends. On va juste rappeler à M. Relali qu'il y a 2 qui passent par groupe. Donc, si je peux postuler avec le Gabon a déjà une place d'acquise s'il est. Ça fait 1 pour 3. Ça fait 1 pour 3. Moi, je préférais aller chercher contre le Burkina et le Zimbabwe. Moi, pour moi, le. Non, pas pour toi. On va essayer quand même d'organiser cette émission. Non. Mais il est insupportable. La parole à Walid. Le plus facile pour moi, enfin plus facile, Ghana, Maroc, Burkina Faso et Guinée-Bissau. Ok. Et le plus difficile, Algérie,
République démocratique du Congo, Maroc, Togo. Monsieur Reda, la parole est à vous. Merci. Non, j'ai juste un point, parce que je ne vais pas faire de groupe. Par contre, moi, je pense que l'Algérie serait un bon tirage. Et j'ai envie qu'on tombe contre l'Algérie. L'Algérie, techniquement, est plus forte. C'est une équipe qui tourne, elle est plus stable. Même, franchement, il y a plus de talent, on va le dire clairement, même si c'est vexant. c'est sûr. Mais par contre, je suis convaincu que nos joueurs qui sont en sous-performance depuis 5 ans, quand ils votent contre des Algériens, il va avoir le côté un peu derby, double derby, parce que c'est des gens qui ont grandi dans les mêmes environnements. D'ailleurs, c'est ce que tu m'as raconté très bien quand tu m'as parlé du Maroc-Algérie que tu as vécu, qui était une sorte de double derby. Derby maghrébin, mais également derby communautaire de beaucoup de joueurs binationaux. Et donc là, je suis sûr que ce jour-là, je ne sais pas si on va gagner, mais on va enfin voir des joueurs en surperformance et non pas en sous-performance comme on a eu l'habitude de le faire depuis 5 ans. Ouais, mais surtout, le précédent du 4-0 était vraiment dans cette veine-là. On perd contre eux 1-0 l'aller. On avait très franchement peur au retour. Bon, après, effectivement, l'histoire, on la connaît. Donc là, je le rejoins. Mais bon, mais je pense, moi, j'irai pas les prendre. J'irai pas les prendre sur un groupe à 4. Ouais, je préférais les éviter sur un groupe à 4. Où il faut qu'on passe à 2. Après, maintenant, pour te répondre. Peut-être plus tard, voilà, exactement. Après, pour te répondre sur tes groupes, pour moi, j'ai aucune visibilité. Moi, je pense qu'on peut battre tout le monde et que tout le monde peut nous battre. Donc, voilà. Cette équipe-là m'a jamais compris où est son niveau. Donc, je préfère me taire. Ce qui est important, je trouve, moi, Jalel, c'est que le pot 3, ça aurait pu être le pot numéro 2, quoi. Ouais. Avec le Cameroun, exactement. Avec Cameroun, l'Égypte, Sénégal, Égypte. Sérieux clients. Moi, je pense que ça, c'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'on ne va pas les croiser aussitôt. Et souvent, le Maroc, ces dernières années, il se retrouvait avec la sélection du pays hôte. Peut-être que c'est là où je parle de malédiction. C'est là où je parle de malédiction. Non, tu as viré la malédiction tout à l'heure. Ce qui est clair, c'est que le pays hôte, on l'a eu depuis 2006. On l'a eu. On a fait 2006, 2008, 2012 et 2013. 2013, ouais. Le Ghana, quand le Ghana nous sort avec Essien. 2008. Voilà. Donc, tirage au sort, ça sera 2013 avec vous, voilà. ce mercredi 2012, à 18h. On parle juste un petit dernier mot là-dessus. Je pense 2013. très sérieusement que peu importe le groupe qu'on tirera, je pense que ce qu'on attend tous de cette équipe-là, c'est au moins qu'ils donnent l'impression. Bon, déjà, en termes de comportement, que ça soit effectivement nickel, ça nous changera un petit peu. Et surtout qu'ils nous donnent l'impression d'avoir vraiment tout essayé, pour tenter ou du moins passer au second tour, bien plus que de savoir qu'on va rencontrer l'Algérie, le Gabon ou autre. Je pense que déjà, s'ils arrivent à reconquérir nos cœurs, ça sera déjà une bonne chose. D'autant que l'importance de cette Coupe d'Afrique des Nations, au-delà de ce trophée et d'un objectif, pour moi, qui serait aujourd'hui pour l'équipe du Maroc, il n'y a qu'un objectif, c'est d'abord survivre au premier tour. Sauf que cette Coupe d'Afrique intervient en plein milieu de parcours éliminatoire de la Coupe du Monde, avec les conséquences que ça peut avoir, Walid. Non, moi, je pense bien sûr que ça peut conditionner le mental des joueurs en faisant une grande Coupe d'Afrique pour se motiver, mais la Coupe du Monde, les qualifs, faut les prendre match après match. Là, déjà, il y a un match super important qui est contre la Côte d'Ivoire, qui peut te conditionner beaucoup de choses. Ça peut te mettre en bonne position et pour la Coupe d'Afrique et pour la suite des qualifications. Par contre, voilà, c'est deux compétitions différentes. Je pense que même si tu étais amené à gagner la CAN, ça te rapprochera pas non plus rapidement de la qualif en Moi, Coupe je du Monde. parlais dans le cas de figure très rare, mais il est possible qu'on rate complètement cette Coupe d'Afrique des Nations et les conséquences que ça peut avoir sur le parcours en Coupe du Monde, sur le maintien d'un staff, sur plein de choses alors qu'on est en cours de route, Reda. Je suis d'accord avec Walid, l'un conditionne l'autre. Tu peux très bien, si tu arrives à faire un gros match à Marrakech contre la Côte d'Ivoire, ça peut conditionner une belle CAN. Après, si tu te plantes en CAN, la vérité, c'est que ce qu'a dit Amine est difficile. Conquérir les cœurs, tu ne le feras jamais en Coupe d'Afrique des Nations, sauf si tu la gagnes. Parce que comment tu conquiers les cœurs? Soit avoir une victoire complète, c'est compliqué, mais pourquoi pas. Soit pour une défaite glorieuse, un truc où tu as le cœur déchiré, style Maroc-Écosse, où tu es éliminé alors que tu méritais d'y aller, ou la Mataos à la 88e en 86. On a eu ça en 2010 avec Walid sur le banc. Pardon? Avec Rachid Taoussi. Non, mais c'est pas, non, parce que c'est contre l'Afrique du Sud. 2013. Parce que c'est contre l'Afrique du Sud, parce que tu dois pouvoir faire mieux contre l'Angola et tu dois pouvoir faire mieux contre le Cap-Vert. Donc, quelque part, tu es énervé, tu es vexé, mais tu tombes pas les armes à la main comme l'Algérie a pu le faire contre l'Allemagne ou nous-mêmes en 86. Donc, toujours, tu auras cette impression de sous-performance. Cette espèce de conquérir les cœurs ça va être l'Algérie en 2004. C'est surtout ça va être l'Algérie en 2004. Tu dois pas être favori et te faire éliminer. C'est surtout voilà, ça voilà. Qui fait qu'à un moment Or, donné, il y a très peu d'équipes en face desquelles le Marocain se considérait pas comme favori. Il est, dans sa tête,
tête, favori, même contre le Gabon, même contre la Côte d'Ivoire à la limite. Mais il est là le problème. Mais il est là, mais évidemment. C'est que quand tu regardes les Mais c'est statistiques psychologique. en Coupe d'Afrique, mais c'est psychologique. Moi, je vais te dire ce qui s'est passé. pratiquement tout le temps. Moi, je vais te dire ce qui s'est passé. On était obsédés par la Coupe du Monde. La Coupe du Monde était un événement extraordinaire, élitiste, avec 24 équipes. Bon, ensuite, ça s'agrandit. Et là, on y arrivait. On y arrivait une fois, deux fois, trois fois dans les années 80-90. Et d'un seul coup, on s'est réveillé, on s'est dit, gars, là, il y a la Coupe d'Afrique, elle est devenue sexy. C'est-à-dire qu'à un moment, la Coupe d'Afrique, c'était mieux télévisé, les terrains étaient mieux, les joueurs étaient plus connus. Mais c'est récent tout ça. Et on s'est dit, voilà celle qu'on peut gagner. Mais là, quand on a décidé de la gagner, il était trop tard. Le train était passé et il y avait beaucoup d'équipes qui avaient fait beaucoup de progrès. Moi, je voudrais juste rajouter des choses à ce que vient de dire Léla. Quand je parlais de reconquérir les cœurs, c'était surtout dans l'envie. Je nuancerai cette position de se dire qu'aujourd'hui on se sent favori face à toutes les équipes africaines. Je pense que c'est vraiment faux, parce que déjà notre classement récent prouve bien que nous ne sommes plus ces foudres de guerre qu'on a pu être entre 98 et 2005, où effectivement nous avions vraiment une très très belle équipe, et que par la suite on a commencé une lente descente aux enfers, parce qu'elle était lente. Hein. Elle a commencé en 2015, elle s'est poursuivie, ou elle se poursuit encore toujours, et en 10 ans de foot, c'est beaucoup. Hein. C'est beaucoup, 10 ans de foot, c'est un paquet de désillusions. On a eu à tous les niveaux, on a eu en Cannes, on a eu en éliminatoire de Coupe du Monde, on va plus en Coupe du Monde depuis 98. Donc une jeune génération de Marocains ne voit plus leur équipe en Coupe du Monde. Donc je pense qu'aujourd'hui, on ne se voit plus comme des favoris qui vont aller conquérir le monde ou du moins l'Afrique, mais on va se voir comme une équipe aujourd'hui qui a un petit peu d'ambition, qui aujourd'hui va travailler ensemble, se battre les uns pour les autres, chose qu'on ne voit plus depuis très longtemps. Et si on arrive à sortir de ce premier tour, quel qu'il soit, avec n'importe quelle équipe, en ayant les armes à la main, effectivement, en mourant ou pas, je pense que ça sera un grand pas de fait. Ça sera beaucoup plus facile, je pense, qu'il y a encore 10 ans. Parce que là, maintenant, on peut postuler que tous les Marocains voient leur équipe nationale comme un petit poussé d'Afrique qui va essayer de grappiller quelques petits points et passer au second tour. Et le passer au second tour, effectivement. C'est une bonne transition, tout ça. Voilà, exactement. Une très très bonne transition. Ça sera d'ailleurs l'objectif donc de cette équipe du Maroc. On va revenir, bien entendu, sur ce tirage au sort. On va le commenter. Ça sera la semaine prochaine. On va... Comment ? La CAN au Gabon. Rapidement. Non, juste la CAN au Gabon, voilà. Effectivement. Un mot. Ce tirage au sort qui lance effectivement maintenant et qui conforte le Gabon qui abritera cette Coupe d'Afrique des Nations. Il y a eu beaucoup de spéculations, beaucoup de rumeurs. Finalement, la CAF confie donc sa compétition au Gabon. Restez avec nous, mes amis. On va se retrouver dans quelques instants pour la seconde partie du club, avec bien sûr un retour sur la soirée de Ligue des Champions, les rencontres de ce soir avec le Real Madrid qui a cartonné, le Borussia Dortmund qui a assuré et Leicester qui a remporté son 3e match en autant de rencontres en Ligue des Champions. Et puis on parlera aussi des rencontres de demain, comment faire une émission club sans parler notamment du Barça et de son match contre Manchester City. Pourras-tu Le club. On va se retrouver. Non, Messi au club. On va se retrouver dans un instant. Bonsoir les amis, bienvenue donc à cette deuxième partie de club. J'ai beaucoup de mal à instaurer aujourd'hui peu d'ordre dans ce plateau. On va parler Real Madrid, le Real Madrid qui a cartonné, une victoire 5-1 face au Legia Varsovie. L'équipe du Real qui avait besoin de se rassurer, là elle vient d'inscrire 11 buts en 2 matchs. La victoire contre le Betis Séville et la 5-1 contre la formation du Legia Varsovie. Dans le même temps, le Borussia Dortmund aussi, qui suit le rythme du Real Madrid. Une victoire en déplacement, un bon résultat pour le Borussia Dortmund et pour Pierre-Emerick Aubameyang, auteur de 9 buts lors des 9 dernières rencontres de l'équipe du Borussia Dortmund, l'équipe du Real Madrid et Dortmund qui s'achemine tranquillement vers une qualification. Donc ça conforte ce que j'ai dit sur Aubameyang qui marche en Europe et en Afrique. Non mais c'est logique, le Real de Madrid et Dortmund dans le groupe, ils sont, je pense, largement au-dessus. C'est les deux équipes qui se qualifieront. C'est bien pour le Real parce qu'il marque beaucoup de buts ces derniers matchs. À un moment donné, on doutait un peu sur les derniers matchs nuls, mais ils sont revenus à leur vitesse de croisière. Ils sont favoris, c'est tenant du titre. Et logiquement, ils ne devraient pas gagner la Champions League vu que ça fait très longtemps que le tenant du titre n'arrive pas à garder... Pas très longtemps, jamais en fait, c'est encore jamais arrivé. Depuis 88, je crois, depuis le Milan. L'ancienne version. L'ancienne version, exactement. L'ancienne version de la Ligue des Champions, le Borussia Dortmund, qui
qui a brillé face à cette formation du Sporting de Lisbonne, hein, qui n'est pas très facile à jouer. L'équipe de Dortmund qui a résisté, qui finalement s'est imposée par 2-1 face au Sporting. 0 faute pour Leicester City, Amine, Leicester City qui galère en Première Ligue, et là, en Ligue des Champions, compétition que le club de Ranieri découvre, c'est 100%. Ouais, incroyable, hein, de Leicester City. Mais ça va un peu dans le sens de ce que disait l'entraîneur Ranieri. Je me rappelle des déclarations d'après-titre et d'avant-saison, en fait, juste avant de commencer, où il disait très clairement qu'en Premiership, ça allait être très très compliqué de maintenir la cadence, et que s'ils sauvaient, ça serait déjà un miracle, mais qu'ils allaient tout faire et tout donner en Ligue des Champions. Donc là, ils le prouvent. Ça reste une équipe qui s'est renforcée avec l'attaquant de Sporting, qui parle du Sporting il y a 2 minutes, Slimani, donc cette équipe d'Algérie, de Leicester. Le frère de Lachid, quoi. Non, rien à voir. Non. Même mais physiquement, quoique, non, physiquement, non. C'est Première Ligue. Voilà. Première Ligue. Ouais. Moi, c'est plus romantique, je trouve, Première Ligue. Ça me rend moi à Graham Souness. Donc, ouais, non, voilà, ils sont effectivement très, très bien meilleurs en Ligue des Champions qu'ils le sont en Botola Dirham. Donc, je leur souhaite tout le bonheur en Botola Chip, et je leur souhaite donc tout le bonheur du monde et un passage glorieux au second tour. Reda, on a suivi avant donc cette émission, le début du club, surtout le match le plus passionnant ce soir à notre sens, c'était bien sûr Dortmund et le Sporting, et surtout l'équipe de la Juventus contre Lyon, et incroyable. Lyon qui s'est fait piéger par la grande Juventus à chaque fois, et grâce notamment à son gardien de but, Buffon. Incroyable match de Gianluigi Buffon, sincèrement incroyable. On est obligé de respecter ce bonhomme, on est obligé de respecter à quel point il est décisif. Il arrête un penalty de Lacazette, et ensuite il arrête une deuxième frappe déviée, mais incroyable. Je pense que vous allez la voir tourner partout, ces gestes décisifs. Et très beau geste également de Cuadrado qui arrive à éliminer Morel et frapper au premier poteau et piéger le gardien. Tu vois, quand j'ai vu ce match-là, j'ai pensé vraiment au foot des années 90-80, quand les clubs français avaient l'impression de se faire piéger devant des équipes italiennes qu'ils accusaient toujours de ne pas jouer mais de gagner. Voilà, on a l'impression qu'on est revenu à ce moment-là où les Italiens à 10... c'était très beau. Enfin, moi j'ai trouvé ça magnifique, et vraiment grand coup de chapeau à Buffon. Ce qu'il a fait était extraordinaire. Ouais, il faut aussi rendre à Walid ce qu'appartient à l'entraîneur du FUS. C'est que, c'est que dès que Buffon sort la frappe de Fekir à détourner, qu'est-ce que tu nous dis? J'ai dit ils vont le payer, plus tard, parce que les Italiens, mais c'est... Et en plus, il y a eu l'exclusion de Lemina. Parce que Reda, il a raison. Les Italiens, et surtout la Juve en particulier, ils ont cette capacité à pouvoir subir et à attendre. Ils savent qu'à un moment donné, ils en auront une demi, même pas une, et qu'ils la mettront au fond. Parce qu'il y a eu talent aussi. Le geste technique de Cuadrado est unique. Déjà, pour éliminer aussi facilement Morel, c'est incroyable. Il lève la tête, il regarde le point de pénalty comme si il est centré, et il te met une minace. Tu l'as bien vu au premier poteau, que Lopez ne peut pas sortir. Donc ça fait quand même plaisir de voir Buffon à ce niveau-là, à cet âge-là encore. Par rapport à la Juventus, je pense que ces équipes-là, si elles peuvent se permettre des choses comme ça, c'est qu'il y a eu talent. C'est-à-dire qu'ils se disent bien qu'en 1 contre 1, c'est bon, tu as une occasion, tu la mets. Quand une équipe moyenne aura 15 occasions, ben, s'il n'y a pas de talent, ben, tu perds. Exactement. Donc, Buffon, héros de cette rencontre, ça le rassure, hein, après sa bourde monumentale face à l'équipe espagnole, la Squadra Azura. Alors Reda, il me demande, s'il te plaît, il faut qu'on fasse vite parce que j'ai envie qu'on parle de la Coupe du Monde, mais en même temps, il ne me laisse pas aller vite. La parole est à vous, monsieur Reda. Non, je voulais juste dire que Buffon était dégoûtant, dans le sens où il te dégoûte. C'est-à-dire, l'arrêt qu'il fait, je suis sûr qu'il fracasse le moral des Lyonnais. Voilà. Et pour aller vite, on va parler aussi des matchs de demain. Et l'affiche, bien entendu, c'est le FC Barcelone qui reçoit Manchester City, et Pep Guardiola qui revient encore une fois au Camp Nou pour y croiser son Barça chéri. Je vous laisse avec ce sujet préparé par Raphaël Delvolvé. Barça City, c'est un choc. Indéniablement, l'affiche de cette 3e journée de Ligue des Champions. Messi, Neymar, Suarez, Agüero, De Bruyne, David Silva, nombreuses seront les superstars présentes sur la pelouse du Camp Nou mercredi. Mais ce duel se jouera aussi sur le banc, car c'est un Manchester City dirigé par un entraîneur et ancien joueur chéri en Catalogne, Pep Guardiola, probablement celui qui a le plus fait opérer la magie barcelonaise, en tout cas du temps où il était coach, le FC Barcelone raflait tout sur son passage. Et ce Barça City ne se résume pas au simple retour d'un ex-entraîneur dans son ancien antre.
ce que l'on a vu plus d'une fois dans le football moderne. Non, c'est le staff de l'époque dorée catalane qui défie le 11 dont il a indirectement enfanté. Depuis son arrivée en Angleterre, Pep Guardiola n'a en réalité pas débarqué en terre inconnue. Dans cette équipe aux moyens illimités qu'est le Manchester City des temps modernes, l'entraîneur catalan a pu débarquer à Manchester tel une star de cinéma, à savoir emmener avec lui en arrivant de Munich un aréopage qui le suit partout depuis 2008, voire 2007 pour certains. À commencer par son lieutenant depuis maintenant 8 ans, Domenech Torrent, l'entraîneur adjoint avec qui il a toujours travaillé depuis qu'il entraîne au plus haut niveau. C'était avec feu Tito Villanova, l'un des façonneurs de l'ombre du grand Barça de 2009. Il y a également l'analyste de performance de la Galaxie Guardiola, Carles Blanchard, l'entraîneur physique, Lorenzo Buenaventura. On peut également citer de vieux collègues que Guardiola a retrouvés à City, comme Rodolfo Borrell, le premier entraîneur de Lionel Messi, qui s'est promené du côté de Liverpool avant de revenir sous les ordres du technicien espagnol à Manchester. Opposition intéressante donc d'un Barça moins dominant que par le passé face à un Manchester City qui tente la recette Guardiola pour enfin briller sur la scène européenne. Voilà, donc Pep Guardiola qui n'est pas venu tout seul, hein, mais venu avec une armada de techniciens, avec bien sûr le patron technique aussi de Manchester City, c'est Tiki Begiristain, hein, l'ancien patron de Pep Guardiola au FC Barcelone. Est-ce qu'on peut qualifier cette équipe de Manchester City comme un mini-mi du Barça Non, pas du tout. Je pense que de toute façon, le modèle Barça, on ne peut pas le reproduire ailleurs, mis à part si on prend 20 ans ou 30 ans, parce que le projet Barça, c'est quand même la Masia au départ, avec à chaque fois 3-4 top players qui apportent un plus. Maintenant, Manchester City, bien sûr, Pep Guardiola va les faire progresser dans la possession. Il a ramené notamment Bravo, Nolito, il a fait son recrutement, mais je pense qu'ils sont encore en dessous par rapport au FC Barcelone. Je ne pense pas qu'ils leur poseront de problème et il va falloir du temps à Pep Guardiola pour mettre en place tout ce qu'il veut mettre en place à City. Moi, je pense qu'il va avoir à Manchester le même problème qu'il a eu au Bayern. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est la mode. Le monde entier, l'Espagne, enfin, l'Europe entière veut jouer comme le Barça. C'est un style de jeu qui a séduit beaucoup de monde, avec beaucoup de personnalité, une vraie patte, une empreinte, etc. Et puis d'un seul coup, tout le monde s'est mis à vouloir parler de possession, de passe, de tiki-taka, de machin, etc. Moi, juste là, je voudrais juste rappeler que j'aime beaucoup ce que Guardiola a apporté au football, mais il y avait un gros débat en Allemagne sur est-ce que Guardiola n'a pas violé l'ADN du foot allemand. Est-ce qu'il n'a pas, est-ce qu'on n'est pas en train de contraindre un environnement à s'adapter à un schéma, à un paradigme en fait. C'est ça ce que je veux dire. Après, Reda, c'était en Allemagne, il y a un moment, c'est comment ça veut dire, c'était tout est de la faute de Pep Guardiola. Voilà, L'équipe d'Allemagne perd un match, c'est la faute à Guardiola. Il y a eu deux écoles. On a aussi beaucoup dit que... Je donne raison à personne, je dis juste qu'il y a un débat et je dis juste que peut-être que moi mon idée, je suis désolé, j'ai l'impression... On dit c'est aussi grâce à Guardiola, effectivement. Ouais, mais quand ils ont perdu 4 ans plus tard, c'était parce que c'était un jeu à la catalane, c'était un jeu je dis pas que Guardiola va échouer, je dis juste une chose très simple. Je dis peut-être que, quelque part, il y a peut-être moyen d'utiliser plus les caractéristiques locales et la culture foot locale plutôt que de vouloir importer tout un staff, des joueurs, etc. et le poser comme ça de force dans un environnement un peu contraint. Je trouve ça bizarre en fait. Voilà, mais c'est juste ma passion des spécificités locales du foot, hein, c'est pas autre chose. Hein. Juste avant de poursuivre le débat, je vais demander à Hicham, notre réalisateur, de montrer une image où on va voir à la fois Pep Guardiola et Walid Regragui. C'est la même chose, mais moi je me suis les yeux. C'est exactement la même chose. On l'appelle Pep. Et je voudrais surveiller mon niveau du compte en banque, c'est pas long aussi, il ressemble. N'est-ce pas? C'est très loin. Tu peux comprendre. Non, Et d'ailleurs, la présence de Walid Regragui nous coûtera exactement, je pense, la même chose sur ce plateau que celle de Pep Guardiola. Pep Guardiola, je vais te donner la parole tout de suite, qu'on va écouter. On va écouter sa réaction donc avant ce choc face à son FC Barcelone. Barcelona, what I expect is the last decade, the last 15 years, they dominate the football. Barcelone, comme je le prévoyais ces dernières décennies, ces 15 dernières années, a dominé le football.
grâce à leur manière de jouer, que j'adore et j'accepterai l'issue de ce match, que je perde ou que je gagne. Je vais être jugé par rapport à ça. Et l'équipe sera également jugée par rapport à ça. Mais désolé les gars, jamais je ne changerai la façon dont je veux jouer au football. C'est la seule chose que j'ai. Donc je ne peux faire beaucoup d'erreurs, je peux être jugé sur beaucoup de choses, mais je n'ai qu'un seul pouvoir. Mon équipe joue de la façon dont je veux qu'elle joue. Pendant tout ce process, il y aura des pierres, des problèmes, et c'est comme ça que ça marche. Et c'est ça qui est bien, d'améliorer tout ça. Voilà, d'abord une réaction par rapport à ce que vient de dire ton jumeau. Non, mais il dit une chose qui est importante en tant qu'entraîneur, c'est que voilà, il a des valeurs, il a une identité de jeu et il s'y tient. Et il sait très bien que, comme on l'a dit avant, il y a des détracteurs et il y a des gens qui sont derrière lui, mais il reste droit dans ses bottes et il avance avec son style de jeu. Il a gagné comme ça, il a perdu aussi comme ça, mais quand on voit son palmarès, il a plus gagné que perdu. Hein. Amine. Je me rappelle juste des matchs tout récents, c'était un derby Manchester City-Manchester United, où effectivement on a bien pu voir qu'on a un Guardiola qui a totalement imprimé sa patte à cette Manchester City. On a cru limite voir par moment dans la position, dans le développement du jeu, ce Barça jouer contre et étrier le Manchester United de Mourinho, ça nous a rappelé de très beaux souvenirs. Donc je pense que demain, effectivement, même si non mais c'est vrai, ça nous a rappelé de très beaux souvenirs. Non mais, non mais très sérieusement, sans prendre parti pour l'un ou pour l'autre, j'ai pas d'affinité particulière. Tu aurais dû être là, il y avait Fred Hermel, tu lui aurais dit ça en face, je pense qu'il aurait bondi. Là ouais, non mais Tel le tigre à ta gorge. Non mais j'imagine. Je comprends toujours pas comment est-ce qu'il a pas bondi à la gorge de Jalel Bouzerran, dont on connaît très certainement les positions au niveau football espagnol. Mais je pense qu'on verra un vrai bon match demain. Et je pense que c'est le plus important. C'est un mec, il a une qualité, comme disait Walid, c'est qu'il va mourir avec ses idées. Ouais. Mais fatalement, quand il dit le Barça domine le monde depuis 15 ans, je pense qu'il jette un peu des fleurs parce qu'il a dominé le monde depuis 15 ans grâce aussi beaucoup à lui. Ouais. Donc c'est très bien de se rendre justice à soi-même. Mais je pense que demain, on risque de voir un vrai bon match et même pas une opposition de style. Tu vas voir un vrai bon match avec deux styles similaires, donc on verra vraiment quels sont ceux qui ont les ressources psychologiques les plus fortes pour pouvoir s'imposer. On va écouter d'ailleurs maintenant celui qui, en tout cas, est considéré comme l'héritier de Pep Guardiola à Barcelone. C'est pas Walid El Guelagui. Walid El Guelagui, c'est son frère jumeau, mais son héritier, c'est Luis Enrique qu'on écoute. Ouais, effectivement, genre, des ennemis. Ya se puede apreciar claramente la mano de su entrenador. On peut déjà voir le travail qui est fait par leur coach. Je suis sûr qu'ils vont continuer à s'améliorer, même si la version d'aujourd'hui est déjà très attractive. Pour nous, c'est un énorme stimulus, car d'une part, on essaie d'être leader de notre groupe, d'autre part, parce qu'on va jouer contre le Manchester City de Pep Guardiola. La situation est un vrai challenge et on sait à quelles difficultés on doit faire face. On sait que ça va être plus compliqué que d'habitude et on espère qu'on va gagner. Al final no es un partido entre entrenadores, van a ser los jugadores los que decidan el partido. Es evidente que ce n'est pas un match entre deux coachs. Les joueurs sont ceux qui vont décider du résultat du match. Clairement, certaines décisions appartiennent au coach. J'ai eu la chance de pouvoir jouer côte à côte avec Pep. Pas seulement pour cette équipe, mais aussi pour l'équipe nationale. Et à présent, c'est un énorme privilège de faire la même chose en tant que coach au top niveau. Et quand vous devez faire face au challenge de jouer contre une équipe coachée par un ami, ça rajoute une bonne dose d'excitation. Comme entrenadores, al máximo nivel. Alors, jouer contre un bon ami, ça rajoute de l'excitation. Walid, quand on affronte son ancien club, quand on affronte son ancien coéquipier, est-ce que ces matchs-là ont une saveur particulière? Bah, bien sûr, forcément. Déjà, je pense qu'il y a une question d'orgueil. Je pense que les deux vont vouloir gagner le match. Ce qui va être intéressant, pour revenir justement sur le côté de la possession, c'est que Guardiola et Manchester City vont vouloir la possession et le Barça, c'est dans son ADN. Donc, savoir justement comment Guardiola va réussir à retirer la possession au Barça, ça va être un match intéressant. Même si moi, je pense qu'ils sont encore loin pour avoir la possession face au Barça. Donc, j'ai envie de voir le Manchester City face au Barça. Est-ce qu'ils vont avoir la possession? Parce qu'avec le Bayern, il l'avait eu face au Barça. Mais le Bayern avait je pense, de meilleurs joueurs que City. Mais ça s'est pas bien passé pour Pep Guardiola. Hein. Son dernier voyage à Barcelone, c'était terrible. Voilà, exactement. Il manquait quand même Robben, Ribéry. Ça leur avait fait mal. Non, je suis pas d'accord. On peut pas dire que c'est mal passé. Il a perdu une demi-finale de Ligue des Champions sur un exploit en fin de match de Messi, si je me trompe pas. Il avait réussi à contenir le Barça pendant tout le match. Voilà, c'est pas non plus.
je trouve qu'il y a un petit peu c'est un peu puéril de venir juger le succès d'un club sur l'année. Est-ce qu'il a gagné la Ligue des Champions ou pas? À ce moment-là, le Real Madrid a gagné au péno et tous les autres ont échoué. Mais c'est pas vrai. La réalité, c'est qu'il a inscrit son club, là, je pense, 3 ou 4 années de suite en demi-finale. Ensuite, il y a des petits détails. Messi, il est d'un côté, il n'est pas de l'autre. Robben, qui pouvait être un gros talent, n'était pas là. Et d'un seul coup, voilà, ça a basculé dans les 10 dernières minutes d'une phase. Il faut pas. C'est une coupe. Il y aura un vainqueur. On peut pas venir et dire tous les autres ont échoué. L'Atlético a-t-il échoué? Je sais pas. Ils arrivent à la fin des prolongations. Ils arrivent au penalty et c'est Juan Fran qui. Voilà, il faut se méfier juste de venir. Voilà. Le problème, Reda, c'est qu'aujourd'hui, ces grands entraîneurs, je dirais pas ces grands clubs, mais ces grands entraîneurs sont jugés à l'aune de leurs résultats en Ligue des Champions. Quand Pep Guardiola décide de partir ou qu'on le pousse à partir du Bayern ou quand il y a des mini-crises et qu'on parle d'un départ de Pep, qu'est-ce qu'on met en avant souvent? La Ligue des Champions. Parfois, mais c'est 9 fois sur 10, c'est la Ligue des Champions. Il a tout gagné en D'ailleurs, la Ligue des Champions que le club a gagné juste avant son arrivée. C'est-à-dire il restait sur un succès en Ligue des Champions. L'année où il arrive, effectivement, Jupp Heynckes était aux commandes du Bayern. Il gagne tout cette année-là. Ils ont gagné 9 titres sur 7 possibles. Tu vois que c'est pas possible. La Champions League, tu la gagnes pas 2 fois chaque année ou 2 fois sur 3 ans, mis à part le Real sur les dernières années. Mais Pep, tout aussi excellent soit-il, le Bayern a estimé qu'il lui a donné 3 ans pour le faire. Il n'a pas réussi. Donc c'est dommage pour lui parce que ça reste effectivement un entraîneur hors pair. Il est exceptionnel. Il faut voir ce qui se dit sur lui et ce qui s'écrit sur ses méthodes d'entraînement. C'est incroyable. Mais le fait est que l'histoire retiendra qu'il n'a gagné pas de champion, pas de Ligue des Champions, je veux dire. Avec le Bayern. Alors le club, c'est une émission magnifique, on ratisse large. On a commencé par la participation du Maroc, le tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations, la Ligue des Champions. Et maintenant, comme le souhaitait mon cher Reda Ellali, on va parler aussi de la Coupe du Monde et de ce projet de Gianni Infantino, le nouveau patron de la Fédération internationale de football, de passer de 32 à 40. Il a été élu sur ce projet qu'il y ait 40 équipes qui participent à la Coupe du Monde 2026. Là, il parle même de 48 équipes avec un système un peu bizarre. Bien sûr, 16 qualifiés automatiquement et puis les autres sélections qui jouent des matchs de barrage. T'en penses quoi, monsieur Reda? J'en pense que c'est affreux. Alors maintenant, en tant que Marocain, je vais dire que c'est bien parce qu'on a plus de chances de se qualifier. Se qualifier, aller faire un match barrage et revenir. Enfin, au moins, tu vas vivre 6 mois dans l'attente de ce match-là. C'est déjà pas mal. Ça fait 10 ans, 20 ans qu'il ne nous est pas arrivé. Non, il y a 2 choses. Moi, je comprends bien que pour des raisons électorales, de droit télé, de machin, on a besoin d'impliquer de plus en plus de gens à la Coupe du Monde. Mais la réalité, on le sait tous, c'est que premièrement, le foot des sélections est en perte de vitesse au niveau technique par rapport à ce qu'on voit en Ligue des Champions, par exemple, puisqu'on en parle. Et que deuxièmement, on a vu ce que ça a donné l'Euro avec l'augmentation du nombre d'équipes, énormément de matchs sans enjeu. Le Portugal qui passe avec 3 matchs nuls. Avec ces 3 matchs nuls, vous seriez passé en 2013 avec l'équipe du Maroc. Beaucoup de matchs mous, faibles, très peu. Et puis un temps fou avant d'arriver aux éliminations directes. Alors moi, j'ai une idée pour monsieur Infantino. On peut aller plus loin. On va pas faire 48 équipes. On va en faire 140. Je sais pas combien il y a de pays. C'est 50. 211 pays. Tout le monde en Coupe du Monde. On arrête le foot 1 an. 211. Par contre, tout le monde participe aux éliminatoires de la Coupe du Monde. 211 fédérations, le quart iront en Coupe du Monde. J'ai pas fini. On va tous en Coupe du Monde. Par contre, on fait un truc. C'est qu'on est à la Wimbledon. Total coupe, c'est-à-dire élimination directe. Merci, au revoir. Tirage au sort assisté à la Wimbledon, encore une fois, avec un vrai enjeu à chaque match, une tête qui roule. Là, tu peux regarder Maldives contre les Féroé. Voilà. Parce qu'il y en a un qui va, ils vont poser leur triple. Autrement, il faut 3-4 semaines pour éliminer 3 équipes, les meilleurs 3e, les pires 4e, les machins, etc. Ça va être abominable et c'est une catastrophe. Reda, je veux pas faire l'avocat du diable, mais comme c'est une compétition suprême, tu me parles de Ligue des Champions, c'est tous les ans. Là, on parle d'une compétition qui a lieu une fois tous les 4 ans, et ça peut être... Mais nous, on est très bien placés pour en parler. Ça concerne plus de pays, plus de nations, plus de fans, cette Coupe du Monde. Oui, mais la rareté crée l'intérêt aussi. Et pas seulement la rareté pendant les matchs, parce qu'on va y revenir. La Coupe du Monde, on a tendance à penser que ce qui est le plus intéressant, c'est la compétition. Mais on oublie une chose, c'est qu'avant, il y a les phases de qualification. Et quand tu fais ça, et quand tu es assuré d'avoir quasiment tout le monde, ou du moins les plus grands, chaque représentant en fait de chaque fédération, je te rends compte que tu n'auras plus d'attractivité en phase de qualification. Quasiment tout le monde est quasiment sûr d'y aller. Donc tu sais qu'on on va multiplier une chance par 10. L'Algérie pareil, la Tunisie, tu n'auras plus 5 places, tu en auras 10.
Donc aujourd'hui, déjà, les phases de qualification, tu vas les déprécier. Ouais. Ensuite, excuse-moi là, pendant les matchs, tu as 48 équipes. Ben, ça sera pareil qu'à l'Euro. Aujourd'hui, quelles sont les équipes qui sont les plus favorisées? Ça sera ceux dont les joueurs internationaux jouent le moins de matchs. C'est pour ça que pendant l'Euro, tu as eu l'Islande qui a brillé, tu as eu les 2 Irlandes, tu as eu la Hongrie, parce qu'ils n'ont pas de très grands joueurs qui jouent 60 matchs par an. Donc fatalement, qu'est-ce que tu vas te retrouver avec les meilleures équipes, avec des joueurs cramés. Donc fatalement, effectivement, ce qui faisait un demi-finale Brésil-Allemagne, ou du moins France-Hollande, bah, tu risques de ne plus l'avoir. Walid. Mais par contre, ça ramènera beaucoup d'argent, Jalil. Moi, je suis un peu pour juste milieu, c'est-à-dire que je suis d'accord un peu avec le principe, mais enfin avec ce qu'a dit Reda. Mais le plus important pour moi, c'est que par exemple en Afrique, c'est vrai qu'on n'en a que 5 qui passent, et je trouve que ça c'est trop juste aussi par rapport au nombre d'équipes qu'il y a inscrites En Europe, il y en a trois. par rapport à l'Europe et même à l'Amérique du Sud. L'Amérique du Sud, ils en ont 10 sur 16. Donc moi, sur le principe d'augmenter un peu et qu'on en donne un peu plus à l'Afrique, oui, c'est-à-dire que 7 ou 8 équipes africaines, ce serait parfait. Oui, parce que tu auras déjà mais beaucoup plus de chances d'être qualifié, tu auras quand même l'attrait, comme tu as dit, des qualifications. Et ce sera un peu plus logique parce que le continent aussi a progressé. Tu as beaucoup plus de meilleures équipes. Par rapport à cet argumentaire-là, quand tu reviens au contre-argumentaire des gens de la FIFA, qu'est-ce qu'ils te disent? Quand vous voyez les résultats récents, tu prends juste des 4, 5, 6 dernières Coupes du Monde des équipes africaines, c'est pas glorieux. Et l'Asie? Oui, aussi, mais ce que je veux te dire, t'as beaucoup plus de chances de passer quand t'as 14 équipes à la Coupe du Monde. Bien sûr, mais aujourd'hui tu t'as beaucoup plus de chances d'en avoir 8 au second tour et d'en avoir que 4 en demi-finale. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, nos résultats, et en plus, dans les 5 des pays africains ne plaident pas pour davantage d'équipes. Et en plus, dans les 5, tu t'as souvent une surprise ou deux, c'est-à-dire que t'as une équipe qui a fait la surprise d'éliminer un gros et qui va à la Coupe du Monde et qui a pas le niveau. On peut dire qu'il y a des pays, par exemple le Togo en 2006 qui est passé, et à l'arrivée, t'as pas, par exemple, le Maroc, le Nigeria ou l'Algérie qui peuvent aller représenter. Donc à l'arrivée, leur logique, tu donnes moins de chance aux gros pays africains de se qualifier parce que déjà c'est beaucoup plus difficile. Donc après, ouais, tu peux dire que c'est pas glorieux en Coupe du Monde. Donne-en plus et après on jugera. Pourquoi on va aller en Coupe du Monde? Alors rappelez-vous 98, Maroc-Norvège, c'est le premier soir. C'est juste après l'ouverture de la France, je pense. Hein. Le monde entier nous regarde. Il n'y a même pas encore on n'est même pas encore blasé. Enfin, le reste du monde, nous, bien sûr, on va regarder. Mais pourquoi on est fier? Parce qu'on est important. Pourquoi on est important? Parce que c'est rare. Pourquoi c'est rare? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de matchs. On est là, il n'y a pas beaucoup d'équipes. Tout le monde regarde. Et on est fier de nos joueurs parce que ce jour-là, bon, ils font ils font un bon match. Voilà, c'est important la rareté. C'est important l'excellence. C'est important ça. Si tu me mets 48 équipes. Non, mais ça ne sera pas 48, Reda. Justement, Reda. Il n'y aura pas 48. Ça sera aussi une phase préliminaire, ou en tout cas avant le tournoi, quelques semaines avant le tournoi, avec une intensité terrible, avec une élimination directe. Tu gagnes le match, tu participes pas à la Coupe du Monde, tu participes pas, tu gagnes pas, tu participes pas. Tu vas faire un football. Voilà, tu vas avoir 16 équipes qui ont une sorte de wild card pour les poules, et tu vas avoir les sous-développés là qui vont s'entretuer. Pas les repêchés, on va dire les repêchés plutôt. Comment tu vas mettre des repêchés en Afrique avec 16 équipes qui sont qualifiées directement? C'est évident que les 5 Africains ils vont être dans les sous-développés. Non, ils vont rentrer directement. Directement à la Coupe. Les 16 qui vont directement dans le tableau, je les fais maintenant. Il va y avoir 4 Sud-Américains et 10 Européens et un peut-être Africain, un Asiatique. Mais c'est clair, c'est évident que tu vas avoir une Coupe du Monde à 2 vitesses. C'est évident que tu vas avoir voilà, les 2 vitesses, j'ai fini de dire ce que j'avais à dire. Les 2 vitesses. Bon, il y aura des changements au niveau de la Coupe du Monde. Il y aura aussi des changements par rapport à une compétition qu'on connaît très bien pour l'avoir organisée 2 fois de suite. C'est la Coupe du Monde des clubs. Ça sera une Coupe du Monde amplifiée avec 16 clubs. Vous en pensez quoi rapidement? Elle fait de la peine cette compétition. Je pense qu'elle n'a jamais réussi à s'imposer dans le calendrier mondial. Parce qu'elle a aussi un programme bizarre avec des équipes qui commencent directement en demi-finale. Ils changent de formule. D'abord, il y a 7 équipes. Ils vont les chercher comment les 16 clubs? C'est ça la vraie question en fait. Moi, je vais vous dire juste une chose très simple. C'est une équipe. Je pense qu'il y aura les finalistes de chaque cette compétition. Champions League déjà. Ah donc en fait tu prends deux. D'accord. Cette compétition, c'est la FIFA qui veut mettre sa main dans le foot des clubs et l'UEFA qui veut enlever la main de la FIFA dans le foot des clubs. Elle n'a jamais réussi à s'imposer en Europe. Elle est très populaire en Amérique du Sud, évidemment en Afrique parce que c'est l'occasion de se mesurer. Au Japon. Voilà. Donc l'Europe blasée ne regarde pas cette compétition. L'Amérique du Sud en raffole. L'Amérique du Sud en raffole, mais c'est une formule qui n'a pas encore trouvé sa dimension pérenne et qui souffre pour trouver sa bonne formule. Alors juste quelques secondes. Moi je trouve qu'aujourd'hui nous sommes partis dans une surenchère justement au niveau des instances du football pour faire jouer 220 matchs aux joueurs par an. À certains moments, il va falloir dire à ces gens que ce sont des humains. Et que, et encore plus et plus,
J'ai pas son contact, j'ai son numéro de téléphone. Nous sommes des humains. Nous sommes des humains, n'est-ce pas, Pep? Nous sommes des humains et que ça sera plus possible. Donc voilà. Voilà, donc match à 48, cette Coupe du Monde, ça va s'arrêter quand, cette histoire? En tout cas, on a des familles, nous, il On faut. va jouer, on va tous les humains, c'est pas possible, cette histoire. Laisse-nous rentrer chez nous, jeune. En tout cas, Walid, en tout cas, Reda et Amine, on peut accorder à Gianni Infantino, c'est que il veut faire bouger les choses. Oui, non, il veut juste remplir les poches davantage la FIFA. Changer les choses et il veut bien sûr développer le football et faire gagner beaucoup plus d'argent. Allez, pour être d'accord avec vous, c'est fini, Reda, c'est fini. La semaine prochaine, tu vas revenir. Et moi, la semaine prochaine, d'ailleurs, je vais revenir avec des cartons jaunes et rouges. Ça sera ce que je demande à la production. Merci beaucoup, Walid. Merci à vous. C'était un plaisir de t'avoir avec nous. J'espère que tu auras l'occasion et le temps de te joindre à nous à chaque fois que c'est possible pour toi, si Reda et Amine le veulent bien. Merci beaucoup, les amis. Merci également à nos amis, au service technique, aux réalisateurs. Hicham, Abdrahim. Nous, on se retrouve donc la semaine prochaine, mardi. Ciao. Cette émission vous est présentée par la MDJS, premier partenaire du sport national. MDJS, l'esprit sportif.